Vous écoutez Centré sur l'équilibre, le balado du Stromspa nordique. Un univers pour plonger au cœur de thématiques variées, alliant bien-être et sujets d'actualité, pour ainsi vous ouvrir à de nombreuses possibilités. Nous vous promettons un contenu avant-gardiste et audacieux, offert en partenariat avec nos collaborateurs d'ici et d'ailleurs. Joignez-vous à nous dans cette quête d'équilibre, un épisode à la fois. Aujourd'hui, dans l'épisode, on s'entretient avec Catherine Fournier, mairesse de Longueuil et femme politique. Elle a généreusement accepté de venir nous parler de son parcours dans la politique, puis de nous parler également dans quoi consiste le rôle de mairesse à Longueuil et de l'implication des jeunes dans la vie politique. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je vous présente le prochain épisode. Bonne écoute. Mais bonjour Catherine, merci d'avoir accepté notre invitation pour le podcast. On est très heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui. Comment tu vas? Merci, ça fait vraiment plaisir. Ça va bien. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. Oui, on a quand même un beau paysage qui nous accompagne au Strom du Mont-Saint-Hilaire. Est-ce que c'est la première fois que tu viens ici? Non, je suis venue à quelques reprises. En fait, moi, je suis une fille de la Rive-Sud, donc ici, le spa, ça fait quand même plusieurs années que je le connais. Puis dans sa forme actuelle, le Strom, là, je suis venue au moins à 2 ou 3 reprises. Ah, mais c'est génial. Ouais. On est content de t'avoir comme cliente. Écoute, d'entrée de jeu, là, on se demandait justement en préparant l'entrevue, qu'est-ce qui t'a poussé vers la politique aussi jeune, là? Oui. Je pense que c'est une succession un peu de hasard, en fait, parce que moi, j'ai quand même eu une curiosité assez naturelle et innée pour la politique quand j'étais plus jeune. Je posais beaucoup de questions à mes parents, je suivais l'actualité. C'est vraiment de fil en aiguille, lorsque je suis arrivée au cégep, que là, j'ai rencontré des gens au fil de mon parcours qui, eux, étaient engagés politiquement, parce que moi, c'était pas un milieu que je connaissais de par ma famille ou de par mon entourage lorsque j'étais plus jeune. Donc, c'est des amis au cégep qui ont commencé à m'amener avec eux à des événements politiques. À ce moment-là, il y a eu également la mobilisation étudiante en 2012. Là, j'ai commencé à m'impliquer davantage. C'est comme ça, de fil en aiguille, j'ai commencé à devenir bénévole, à prendre des responsabilités. Puis un jour, à me poser la question, pourquoi pas me lancer? Parce que au final, même si la politique était quand même récente dans ma vie, je m'étais quand même engagée à de nombreuses reprises au cours de mon adolescence, par exemple, dans des groupes communautaires. Je m'étais beaucoup impliquée également dans des résidences de personnes âgées. Moi, j'habitais avec ma grand-mère à l'époque, donc j'étais sensible à plusieurs enjeux. Donc, pour moi, la politique, je trouvais que c'était un formidable moyen d'autant de combiner mon envie de m'impliquer dans ma communauté que de faire une différence puis de pouvoir promouvoir mes idées également pour la société. Mais c'est tout à ton honneur parce que aujourd'hui maintenant tu t'es rendue jusqu'à être mairesse de Longueuil, ce qui est merveilleux. On est content de voir des visages plus jeunes là, dans la politique. Je pense que ça peut faire une belle différence d'avoir une voix comme la tienne. Justement, on a parlé un peu de ta jeunesse. Là. Je pense que c'est une thématique qui revient beaucoup. Est-ce que tu trouves que c'est revenu trop souvent puis qu'on a mis trop d'emphase sur cet enjeu-là ou au contraire, pour toi, tu n'as pas senti nécessairement ce feedback-là là, de la communauté? Ouais. Moi, ça me dérange pas. Puis un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui me dit « Ah, tu vas voir, là, on insiste sur ta jeunesse, mais un jour, ça va passer. » Donc, je me dis « Bon, en ce moment, c'est ça. C'est vrai que je suis jeune puis que ça marque peut-être une différenciation avec d'autres personnalités politiques parce qu'on a encore beaucoup un modèle très traditionnel en tête, là, un homme plus âgé, souvent un avocat ou quelque chose qui ressemble à ça. Donc, c'est sûr que moi, par mon profil, je clash avec cette image-là. Mais je pense que ça m'a permis, en fait, d'avoir peut-être une attention particulière au fil de mon parcours que j'aurais pas eu, justement, si j'avais été plus vieille ou si j'avais été un homme, justement, de par mon profil qui était différent. Donc, je pense que ça m'a donné beaucoup d'occasions, même au courant de mon parcours. Donc, moi, je le vois de façon beaucoup plus positive que négative. Puis, en fait, avant même de me lancer en politique, c'est sûr que j'étais quand même préoccupée à savoir est-ce que ça va avoir une influence dans la façon dont la population me perçoit, est-ce que ça va jouer sur le plan de ma crédibilité. Mais très rapidement, j'ai été rassurée parce que, au contraire, les citoyennes et citoyens que je rencontrais étaient tellement heureux de voir, en fait, qu'il y avait une relève compétente, motivée. On dirait qu'on entend tellement des préjugés aussi sur la jeunesse, sur les nouvelles générations, comme quoi on n'est pas engagé, comme quoi, justement,
on se désintéresse de la chose publique, que je pense que mon exemple, mais il y en a plein, là. Moi, c'est juste que ça a donné que je rencontrais ces personnes-là, mais ils voyaient que dans le fond, l'image était peut-être pas celle à laquelle ils avaient pensé. Donc, au contraire, il y avait vraiment un enthousiasme à me donner un appui, un soutien. Puis je pense que les résultats même de la dernière élection municipale en font foi. Je veux dire, j'ai quand même remporté la mairie de la 5e plus grande ville du Québec avec plus de 60% des votes exprimés dans ma ville. Donc, c'est la preuve que l'âge est vraiment pas un facteur qui va en tout cas un facteur négatif qui va déterminer le vote de la population, et qui sait, c'est peut-être même un facteur positif, parce que moi, ce que je sens beaucoup, c'est une volonté de passer le flambeau, d'écouter la relève, de justement faire confiance à la jeunesse. Puis ça, ben, je pense que c'est de bonne augure pour la suite des choses. Évidemment, je crois à la diversité. Je pense que justement, le fait d'avoir différentes générations en politique, c'est juste quelque chose de positif. Faut pas non plus aller dans le tout à la jeunesse nécessairement, mais le mélange, d'avoir une meilleure représentativité, clairement que ça, c'est juste positif. Oui, absolument. Je suis entièrement d'accord. D'ailleurs, ça m'amène à te parler d'un livre que tu as écrit en 2017, qui est L'audace d'agir, qui justement parle un peu de l'engagement de notre génération. Je pense qu'on est de la même génération, les milléniaux. Qu'est-ce que tu remarques de cette génération-là? Est-ce que tu sens que c'est facile de les mobiliser, de les inciter à participer justement à la politique? En fait, j'ai justement écrit ce livre-là pour un peu répondre à l'idée qui est souvent répandue comme quoi les jeunes ne s'engagent pas. Mais c'est parce qu'en fait, les jeunes milléniaux ou les générations qui commencent à prendre leur place, la génération Z, par exemple, simplement qui s'engagent de façon différente de leurs prédécesseurs, des générations, par exemple, comme les baby boomers. On est une génération qui s'engage plus à la carte pour des causes en particulier, plus que dans une espèce de politique plus classique de parti où on doit endosser un large éventail, par exemple, de positionnement et de mesures, et où ça devient une espèce de sentiment d'appartenance. C'est d'ailleurs pour ça, à mon sens, que les partis politiques ont de plus en plus de difficultés à recruter des membres, parce que le bassin de renouvellement de la population, donc la jeunesse, va être moins prompte à se lier les mains avec un parti politique. Puis d'ailleurs, c'est pour ça aussi que dans les dernières années, j'ai essayé de développer aussi toute une réflexion sur faire de la politique de façon non partisane, donc des partis, puis j'en suis parce que moi-même, j'ai fondé un parti pour me présenter à la mairie de Longueuil, mais à ce moment-là, moi, je le vois plus comme un véhicule, comme une coalition, quelque chose de très flexible et pas très encombrant ou très défini là, comme on peut l'avoir connu dans des partis politiques plus classiques où c'est pratiquement une fois que t'entres là, il faut que tu crois à 100% à tout ce qui est proposé par le parti. Donc c'est vraiment cette philosophie là qui est en train de changer. Donc c'est peut-être ça un peu la différence que les générations peuvent constater entre elles dans la façon de s'engager politiquement. Justement, quel avenir on a en politique pour les générations à venir? Mais moi, j'y crois, puis je suis vraiment heureuse de voir davantage de jeunes prendre leur place en politique. Déjà, moi, je suis arrivée à l'Assemblée nationale en 2016. J'étais à ce moment-là la seule députée en bas de 30 ans. J'avais 24 ans. Et par la suite, à l'élection de 2018, il y a quand même eu quelques autres jeunes qui ont réussi à être élus. Je pense que je suis passée de la seule à être presque une dizaine, en tout cas en bas de 40 ans, on était une dizaine. Donc ça, c'était déjà une progression intéressante, même si on est encore bien en deçà là, du seuil de la représentativité. Mais là, récemment, aux élections municipales, il y a également eu un renouvellement intéressant, plusieurs jeunes maires ou mairesses qui ont été élus à travers le Québec, mais également dans les conseils municipaux. Nous, chez nous, à Longueuil, je suis pas la plus jeune de mon équipe, bien au contraire, il y a quand même plusieurs de mes collègues élus, des conseillers ou conseillères municipaux qui sont plus jeunes que moi. Il y en a beaucoup qui sont plus vieux également, donc on a cette belle diversité-là. Donc moi, j'y crois, je pense que la politique est en train de se transformer, puis nécessairement, plus il va y avoir de jeunes qui vont faire leur place, mais plus il va y avoir de jeunes qui vont avoir envie de se lancer. C'est prouvé, en fait, selon différentes études, dont une qui avait été publiée par l'Institut du Nouveau Monde, que
le facteur principal qui incitait non seulement les jeunes à aller voter aux élections, mais également à se présenter, c'était la présence d'autres jeunes dans les sphères démocratiques. Mais tout à fait. Puis pour être honnête, en préparant l'entrevue, de devoir parler, puis de voir qu'une personne qui me ressemble finalement représente ma ville, parce que je suis de la même ville, ça m'a super emballée puis encouragée à justement plus m'intéresser à la politique pour prêter ma voix finalement. Fait que je pense que ça a cet effet-là et ça m'amène à te demander, tu as fait la tournée des écoles, des universités suite à la rédaction du livre, L'audace d'agir. Est-ce que tu sens que tu es un modèle pour ces gens-là? Comment ça a été reçu? Comment tu as été reçu dans ces écoles? Ça a été vraiment super. Moi, j'ai adoré l'expérience de faire la tournée du Québec puis d'aller rencontrer des jeunes, autant cégep, université, dans justement une quarantaine d'établissements, grosso modo, donc dans toutes les régions. Puis j'ai eu un super bel accueil, puis avec beaucoup de curiosité, je dirais. À ce moment-là, j'étais à mes débuts en politique, en fait, comme élue. Puis, ce que je voyais dans mes échanges avec les jeunes étudiants et étudiantes, c'était énormément de questionnements sur la politique, sur la façon dont ça se faisait, dans la façon où on pouvait aussi progresser dans les sphères politiques, puis faire entendre ses idées, faire entendre sa voix. Puis moi, le constat principal que j'ai dressé de ces rencontres-là, c'est à quel point ce serait important de donner davantage d'outils aux jeunes, justement, pour qu'ils soient en mesure de savoir, de connaître les possibilités d'engagement. C'est des choses qu'on n'apprend pas nécessairement à l'école, ou en tout cas, c'est beaucoup à la discrétion des enseignants et des enseignantes à l'heure actuelle dans notre système scolaire. Comment est-ce que fonctionne la politique? À quoi ça sert un député? À quoi ça sert un maire, une mairesse, un conseiller ou une conseillère municipale? Les différents paliers de gouvernement. C'est pas inclus en ce moment dans un cours. Donc, moi, j'en ai fait la promotion lorsque j'étais députée. Je pense que ça prend absolument là, un cours d'éducation à la citoyenneté dans oui, exact. C'était une de mes questions. Ouais, vous aviez fait une motion, déposé une motion à l'Assemblée nationale pour un cours d'éducation citoyenne. On en est où, justement, avec ce projet-là, si on... Oui. Ben, d'abord, la motion que j'avais déposée, elle avait été acceptée. Donc, tant mieux. C'est une orientation du gouvernement actuel. Maintenant, bon, entre une orientation, un engagement, parfois, et la réalité... il peut y avoir différentes priorités qui vont tasser peut-être cet élément-là à l'agenda. Puis on comprend là, que dans les dernières années, ça a été un peu plus compliqué, mais j'ai eu la confirmation récemment que le cours en fait d'éducation à la citoyenneté, ce nouveau cours est en train d'être élaboré en fait par les équipes, notamment là, du Conseil supérieur de l'éducation. Il y a beaucoup de consultations évidemment qui se font là, quand il y a une intégration d'un nouveau cours au programme de formation de l'École québécoise, mais c'est en marche. Donc, des dernières informations que j'ai eues, ça devrait être l'année prochaine qu'il y a les premiers projets pilotes en fait là qui soient instaurés dans nos écoles. Donc ça, moi j'ai l'impression que ça va donner des outils supplémentaires pour que justement les jeunes puissent jouer leur rôle de citoyen actif, parce qu'on s'attend de nous qu'on prenne notre place dans la société, mais en même temps j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, l'école ne nous donne pas tous les moyens de le faire. Tout à fait. C'est peut-être pas nécessairement par manque d'intérêt, mais plutôt par manque, comme tu dis, d'outils que les gens ne vont pas vers la politique. Puis là, évidemment, la population vieillit, puis il faut prendre la place qui nous revient parce que on représente quand même une bonne partie de la population. Exactement. Puis les choix, tu sais, c'est nous qui va les vivre finalement, tu sais. Donc c'est ce que je disais, c'est que les décisions qui sont prises à chaque jour dans nos institutions démocratiques, ben c'est nous qui allons vivre le plus longtemps. Évidemment, avec ces décisions-là, puis c'est nos enfants par la suite. Donc, c'est tellement important qu'on soit impliqué dans les décisions. Puis moi, c'était mon constat principal. Puis je trouvais ça même préoccupant de voir. Puis c'était ça dans mes échanges avec les étudiants, les étudiantes. C'était cette espèce de s'il vous plaît, donnez-nous davantage d'outils, parce que pour l'instant, je voyais même des jeunes qui me disaient qu'ils allaient pas voter parce qu'ils sentaient pas qui était capable de faire un choix éclairé. Ouais. Ça, je trouve que ça en dit beaucoup sur l'état de notre démocratie, puis à quel point ça devrait être prioritaire. Ouais, puis j'imagine que c'est bidirectionnel dans le sens où la personne doit s'informer, mais l'information doit être accessible aussi. Puis tu parles beaucoup de transparence, exactement, aussi, de politique transparente. C'est sûr qu'il y a une responsabilité individuelle, mais en même temps,
comme société, il faut minimalement s'assurer de donner la base, ce qui est honnêtement pas le cas, moi j'ai l'impression. Puis oui, après la transparence de la part des élus, moi je pense qu'il y a comme une rupture de confiance dans les dernières années entre la population et la classe politique. Puis moi, en tout cas, c'est vraiment ma priorité en tant qu'élu de travailler à rebâtir cette confiance-là. Puis ça passe notamment par plus de transparence. Puis la transparence, à mon sens, c'est pas juste de rendre l'information disponible, c'est aussi de la rendre accessible, vulgarisée, de faire en sorte que n'importe qui puisse la comprendre puis saisir le sens des informations qu'on va divulguer. C'est pas juste de mettre en ligne une page, par exemple, sur un site web. C'est aussi de faire en sorte que les gens vont s'approprier l'information, que ça va pouvoir leur servir même au quotidien comme citoyens, puis à jouer leur rôle de façon encore plus accomplie. Absolument. Puis le langage politique peut parfois être compliqué pour quelqu'un qui est nouveau ou qui s'y intéresse. Donc, des fois, justement, cette vulgarisation-là va rendre, comme tu dis, l'information accessible. Puis les gens vont pouvoir l'assimiler puis prendre des choix éclairés par la suite. Donc, je pense que c'est très nécessaire et bravo là, pour ce projet-là. Merci. On est en train justement de développer au conseil municipal à Longueuil justement des outils qui vont permettre de vulgariser les séances. Parce que souvent, moi, je l'ai même constaté quand j'ai commencé à suivre la politique municipale. On regarde un conseil, il y a tellement des termes là qui sont compliqués, même pour des gens qui font de la politique là au quotidien. Moi, j'avais fait de la politique à l'Assemblée nationale, je débarque au municipal, d'autres termes qui sont vraiment difficiles à démystifier quand tu le regardes plusieurs fois. Là, tu commences à comprendre, mais tu sais, est-ce qu'en amont, on pourrait pas déjà commencer à démystifier c'est quoi ce langage-là pour qu'au moins les gens qui veulent nous suivre, parce que là, on dirait qu'on donne même pas les outils pour que les citoyens puissent même comprendre le déroulement d'une séance municipale. Donc, on part de loin, mais ça, c'est un chantier sur lequel on veut travailler ardemment à Longueuil. Ah ben c'est génial, c'est génial de l'apprendre. Je pense que ça va avoir un effet hyper positif là, sur la population, notamment à Longueuil. On a parlé un peu de ton implication à différents paliers gouvernementaux. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu la différence de par ton expérience? Pourquoi le municipal finalement? Mm-hmm. Ben le municipal, c'est le palier le plus proche des citoyens. C'est vraiment celui qui va avoir une influence sur des services qu'on utilise au quotidien. Il y a 70% à peu près des services, en fait, qu'on utilise quotidiennement qui sont du ressort des gouvernements municipaux. Que ce soit le transport en commun, que ce soit les parcs, les rues, les loisirs, la façon dont nos villes sont organisées, l'aménagement urbain, la fourniture de l'eau, les déchets, les matières organiques. Donc, tout ça, c'est du ressort de la municipalité. Après, bon, quand on parle du gouvernement du Québec, là, c'est des enjeux un peu plus globaux, comme la santé, l'éducation, l'environnement. Dans le fond, au gouvernement du Québec, on va souvent donner des orientations qui, après ça, vont être définies dans les villes. Donc, les villes, c'est vraiment la place où on met en application. Puis moi, c'est ce que j'adore parce que c'est des projets qui sont concrets. J'ai apprécié, évidemment, là, mes années passées à l'Assemblée nationale. C'est des réflexions très intéressantes. Je pense que ça m'a donné un bagage de connaissances qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je peux m'accomplir également dans mon rôle de mairesse. Mais moi, je suis vraiment plus une fille de proximité qui aime ça, justement, monter des projets de A à Z puis de voir la concrétisation des projets. Donc là, je suis bien servie en politique municipale parce que c'est vraiment plus concret. Ça va plus vite aussi, c'est plus dans l'action. À l'Assemblée nationale, on est beaucoup dans les grands discours, dans les débats sur les virgules, sur les projets de loi, ce qui est super important, évidemment. Mais moi, je suis plus une fille d'action. Fait que je me rends compte qu'au final, la politique municipale, c'est vraiment plus pour moi. Puis peut-être que ça te mènera ailleurs, mais pour l'instant, ça te satisfait. Oui, donc, exactement. Ton mandat de mairesse jusqu'à présent te remplit pleinement, puis ça se passe bien. Oui, mais je trouve ça hyper stimulant. C'est sûr que les circonstances sont particulières. Là, maintenant, je suis mairesse depuis le 7 novembre, puis depuis la mi-décembre, je suis mairesse en télétravail pratiquement. Ah oui? Oui, donc c'est quand même particulier, mais en même temps, je suis très reconnaissante que les technologies d'aujourd'hui puissent nous permettre de le faire. Évidemment, on va retourner, je pense, à une certaine normale prochainement. Mais oui, j'ai une super belle équipe qui m'accompagne. Donc, non seulement moi, je suis mairesse, mais j'ai 14 collègues qui sont conseillères municipales, qui m'appuient là, au quotidien dans la réalisation de nos engagements, mais également toute une équipe qui travaille avec moi
à notre cabinet, donc une quinzaine de personnes encore une fois. Donc au final, on est comme une équipe là, une trentaine de gens hyper motivés qui avons envie à chaque jour là, de mettre tout notre cœur et notre énergie au service des gens de Longueuil puis à faire progresser les choses. Ça bouge vite. Je pense que ça bouge vite pour l'administration publique aussi. À Longueuil, c'est quand même près de 3000 personnes qui travaillent pour la ville ou pour l'agglomération de Longueuil. Donc, je pense qu'eux aussi, ils sentent déjà que ça bouge pas mal. Ah oui, ça doit. Puis, on a parlé brièvement de ton équipe, 14 élus. Oui. 13 de ces 14 le font pour la première fois. Tu parles beaucoup de rodage. Comment ça se passe, ce rodage-là? Oui, en fait, à l'interne, même, c'est notre mot préféré, le rodage, parce que c'est certain qu'il y a des ajustements. C'est la première fois, premièrement, que la plupart d'entre nous exerçons cette fonction-là. Même moi, si j'ai de l'expérience politique, c'est comme députée à l'Assemblée nationale, là, comme mairesse de Longueuil, au palais municipal, c'est tout à fait, c'est quand même très différent. Mes collègues, comme tu le dis, sont élus presque tous pour la première fois. Donc, c'est s'acclimater avec ce nouveau rôle-là. Mes collègues, souvent, ce qu'ils trouvent le plus difficile, c'est peut-être de répondre aux attentes des citoyens. T'sais, parfois, ça peut quand même être stressant parce qu'on sent qu'il y a beaucoup d'attentes. Est-ce qu'on est capable de tout régler en quelques semaines? La réalité, c'est non. Donc, il faut apprendre à gérer ces attentes-là, autant envers nous-mêmes que celles des gens. On a beaucoup de volonté, puis on a plein de chantiers qui sont en marche, mais réalistement, ça peut prendre quelques temps là avant que nos engagements soient vraiment concrétisés. Quoique on a avancé super rapidement sur plusieurs plans. Moi, je suis vraiment fière. Puis si j'avais à revenir dans le temps le 7 novembre, puis qu'on m'avait dit qu'on serait rendu déjà aussi loin aujourd'hui à l'orée là, du printemps, j'aurais été extrêmement satisfaite. Là. Je suis vraiment heureuse de comment vont les choses, mais c'est ça, c'est de l'adaptation, c'est aussi de gérer la croissance. Moi, je le dis, moi, j'étais députée, j'avais ma petite équipe de bureau, 3, 4 personnes, parce que les gens le savent pas, là, mais les députés, on a quand même des petites équipes, là. On n'a pas tant de soutien que ça. Tandis que là, maintenant que je suis mairesse, j'ai déjà 14 conseillers dans mon équipe, c'est immense en termes de relations humaines puis de soutien à procurer à des gens, justement, qui vivent une première expérience politique. Puis de l'autre côté, d'avoir une équipe, non pas de 3, mais plutôt de 15, 16, 17 employés. Ça aussi, ça représente des défis qu'on passe. Je suis sûre que il y a des liens à faire un peu avec l'entrepreneuriat puis les entreprises. C'est quand on passe de 3 à 15 ou à 20, c'est quand même une gestion de croissance qui est pas nécessairement évidente là, en termes de structure, de processus, de s'assurer que tout le monde va dans le même sens. Puis en plus de ça, un niveau de difficulté supplémentaire, c'est l'arrimage avec toute la machine administrative qui, eux, justement, vivent aussi une transition nécessairement parce qu'on n'a pas on n'a pas le même style, c'est une culture différente qu'on veut implanter, une culture beaucoup de collaboration avec l'administration, mais qui en même temps leur met beaucoup de pression parce qu'on veut aller vite, on veut accomplir plein de choses. Donc c'est vraiment plusieurs ajustements là qu'il faut qu'on mette en œuvre, puis c'est les défis. Lentement, mais sûrement. Là, exact, rodage. Ouais, rodage, exactement. Justement, on a parlé un petit peu d'attente. Ça me fait penser que quand les gens ont des attentes, des fois, ça peut jouer sur la confiance. Comment on fait pour garder la confiance des gens une fois qu'on est élu, là, que l'élection est passée? Ouais. Tantôt, on a parlé beaucoup de transparence, puis je pense que ça passe par là, tu sais, ça passe par... Puis quand je parle là, à ce moment-ci de transparence, je parle d'honnêteté, de mettre carte sur table avec les citoyens. Donc, voici où on en est rendu sur tel enjeu, voici ce sur quoi on avance, quand on communique l'information également de la ville de Garizé. Moi, de ce que j'ai senti jusqu'à maintenant, c'est que justement, chaque fois qu'on explique une décision qu'on prend au sein de l'administration, au sein de la ville de Longueuil, la façon dont on la communique, ça semble faire toute la différence. Les gens l'apprécient, les gens le notent. Comme quoi, justement, on les met davantage dans le coup. On explique les tenants et aboutissants, les raisons derrière les décisions. Puis c'est pas juste, voici la décision qu'on prend. C'est aussi le processus qui nous a menés là. On implique les gens là-dedans. Donc ça, je pense que ça fait une belle différence. Puis,
les priorités qu'on a mis de l'avant pour nos premières semaines, nos premiers mois de mandat ont vraiment été axées sur la participation citoyenne. Par exemple, là, on vient de mettre sur pied des comités consultatifs, donc qui vont permettre d'aller disons, se servir de l'expérience et de l'expertise de certaines de nos concitoyennes, concitoyens dans des domaines très précis, que ce soit le développement économique, l'environnement, les dossiers qui touchent les jeunes, les relations interculturelles, les aînés même. Donc ça va être une belle expérience aussi qui va nous permettre, en engageant des citoyennes, des citoyens, de, je pense, avoir encore une meilleure adéquation avec la population puis de leur donner une voix concrète dans nos institutions. Dans ce qu'on a parlé aussi, il y avait la rapidité qui revenait, dans le sens où du 7 novembre à aujourd'hui, tout s'est passé vite. Donc, j'imagine que ça représente beaucoup d'événements. Comment on fait pour garder un certain recul face à ces événements-là, puis pouvoir réagir avec calme, puis avec, tu sais, un recul? Oui. C'est sûr que ça va vite, effectivement, puis la politique municipale encore plus que les autres types de politiques que j'ai eu l'occasion de faire, parce qu'effectivement, j'ai été élue le 7 novembre, le 15, j'étais assermentée, puis 2 jours plus tard, on avait une pile de décisions à prendre au comité exécutif, qui est comme un peu l'équivalent du Conseil des ministres, si on veut, mais au palais municipal. Donc, puis, je veux dire, l'actualité aussi fait en sorte que les choses vont vite, on se concentre sur des dossiers, mais finalement, il y a des imprévus qui arrivent, qu'on doit gérer au quotidien. Donc, maintenant, comment prendre un recul sur tout ça? C'est pas toujours évident, là, au quotidien. C'est toute une gymnastique, un équilibre à essayer de trouver. Personnellement, je pense que c'est avec les années que j'y suis parvenue. Puis aujourd'hui, si j'arrive à gérer ça, disons, de façon convenable, je pense, c'est aussi parce que dans les dernières années, j'ai appris à faire la part des choses, à distinguer qu'est-ce qui était peut-être plus prioritaire, qu'est-ce qui est plus facultatif, tu sais, dans quoi je dois mettre mon énergie le plus, ou qu'est-ce qui est peut-être moins important, que je suis capable de déléguer aussi. Puis ça, ce qui est intéressant, c'est que maintenant j'ai une grande équipe, fait que ça c'est plus facile, malgré que j'aime ça avoir ma touche personnelle, puis d'avoir la vision d'ensemble et tout ça. Mais tu sais, je pense que j'y arrive de plus en plus, beaucoup plus que quand je me rapporte il y a 5 ans, il y a 5-6 ans. Mais c'est un travail de tous les jours, un équilibre en politique, surtout dans un emploi où il n'y a pas de switch à off, je veux dire ça comme ça, parce que un élu, tu l'es 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, s'il se passe quelque chose. Absolument, il faut être disponible. C'est toi qui est présente, puis après, c'est sûr qu'on se met on peut se mettre des barrières, d'avoir un horaire qui a du sens, mais c'est ça, c'est des défis au quotidien avec lesquels on doit composer. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de polarisation avec ce qui se passe dans le monde. On parle de la pandémie, mais il y a autre chose aussi. Ça fait en sorte que les opinions sont divisées. Il y a des gens qui se retrouvent dans un camp, d'autres gens qui se retrouvent dans l'autre. Il y a des tensions. Comment on fait, justement, pour satisfaire les deux côtés, tellement c'est divisé? Je pense qu'on peut pas satisfaire les deux côtés, les deux extrêmes, disons, du spectre. En fait, notre rôle, notre responsabilité, je crois, aux élus, c'est de rassembler. Puis tant mieux si on arrive à rassembler des gens qui sont aux opposés, mais c'est aussi je pense que c'est pas de vouloir plaire à tout prix à ces groupes-là, mais c'est plus de bâtir des consensus qui, après ça, vont, à mon sens, apaiser les tensions puis diminuer la polarisation. Donc, en tablant sur les consensus, en voyant, en essayant justement d'avoir un discours positif, un discours justement qui va pas exclure certains groupes de la population. C'est comme ça qu'on va réussir avec la confiance également, ça revient à la transparence, mais tranquillement à jouer un rôle dans disons, cette espèce de sortie là de crise de la polarisation. Puis bon, bien humblement là, on essaie d'y contribuer comme on peut. Là. Il y a d'autres facteurs internationaux et autres qui vont participer à l'état des lieux, mais je pense que chaque élu a une responsabilité, en tout cas, de pas exacerber les tensions puis les divisions, puis au contraire de jouer ce rôle rassembleur. Donc ça prend de la communication, beaucoup d'écoute, une certaine empathie aussi, j'imagine. Oui, non, empathie, c'est un mot qui est bien choisi, puis de savoir justement
bien doser la façon dont on s'exprime, de pas mettre de l'huile sur le feu, de pas... Tu sais, ça revient à ce que je disais au sujet de la partisanerie. Tu sais, parfois, j'ai l'impression que la dynamique très classique politique, là, ben on l'impute au parti, mais moi, je pense que c'est possible d'être dans un parti puis de faire les choses différemment. Mais comment on fait de la politique traditionnellement, c'est beaucoup un contre l'autre. Rabaisser l'autre pour se remonter soi-même aux yeux de la population. Ça, je pense que c'est très, très néfaste pour la société, pour la vie démocratique en général. Puis clairement, moi, en tout cas, ce que je veux prouver aussi par mon arrivée à la mairie de Longueuil puis par les actions de mon équipe, c'est que c'est possible de faire de la politique différemment. C'est peut-être une expression un petit peu galvaudée, mais je veux vraiment qu'on le fasse différemment, tu sais, pour vrai cette fois-là. Et ça m'amène à penser justement la contribution des journalistes. Parfois, justement, ça accentue la polarisation. Comment on travaille avec les médias dans des contextes actuels? Ouais, c'est pas évident parce que les médias aussi font face à une crise sans précédent en termes de financement. Ça devient de plus en plus difficile parce que les gens vont acheter la publicité davantage sur les grandes plateformes numériques sociales comme Facebook, comme Google. Donc, ça fait en sorte que les médias qui étaient habitués à un modèle d'affaires de financement par la publicité se retrouvent avec une part de l'assiette beaucoup moins grande. C'est pas évident pour les journalistes non plus parce que ils ont tellement peu de ressources, justement, en raison du manque de moyens des entreprises médiatiques de nos jours, qu'ils doivent toujours en faire plus avec moins. Donc, c'est certain que si un journaliste est requis d'écrire 5 articles par jour, il peut pas avoir le temps de passer de passer autant en revue l'information, d'aller creuser, d'aller contre-vérifier avec des différentes sources, versus s'il y a juste un article à écrire dans sa journée. Donc, moi, je blâme pas les journalistes. Je sais qu'ils font leur possible, puis que les gens, justement, qui dédient leur carrière au journalisme, c'est des gens, justement, qui veulent aller chercher l'information, qui veulent le bien public. Mais en même temps, je suis forcée de constater que la crise des médias, ça mène à une crise aussi de l'information, qui a des effets sur la politique, puis sur la polarisation ambiante. Puis c'est pour ça que je pense que c'est un enjeu très, très important de trouver des solutions pour diversifier les modèles d'affaires des médias, pour justement là, qu'on sorte de cette dynamique-là, puis que les médias n'aient pas à tomber dans la logique marchande de l'information qui a une influence et des répercussions très négatives sur la vitalité de notre démocratie. C'est super intéressant parce que je pense que les gens prêtent parfois des mauvaises intentions, mais j'ai pour mon dire, puis tu dis aussi que tu es une personne optimiste, j'ai pour mon dire que les gens ont pas nécessairement de mauvaises intentions. Des fois, c'est juste une question de contexte. Puis par la force des choses, on prend des décisions qui sont peut-être pas nécessairement alignées. Puis parlant d'optimisme, ça m'amène à te demander, tu te dis une personne optimiste dans la vie, à travers tout ça, comment tu arrives à maintenir ton optimisme s'il y a parfois des enjeux comme ça, des choses qui peuvent être frustrantes ou qui peuvent freiner des élans? Mais en fait, je me dis souvent, tant mieux que je sois une personne aussi optimiste, parce que des fois, ce serait difficile. Il y a beaucoup de difficultés auxquelles on va se buter en politique, ou des enjeux là, qui... quand on s'arrête quelques minutes, ça peut même faire peur à quel point c'est des enjeux qui sont profonds, qui sont durs à changer, qu'on est tellement, même si on est dans une position décisionnelle, qu'on est quand même une espèce de goutte dans l'océan là, quand on regarde tout ça, qu'on peut bien sûr essayer d'avoir notre influence à notre échelle, mais ça peut être un peu décourageant de voir parfois l'étendue, disons, des dégâts ou des dommages dans certains secteurs. Donc, je pense que mon côté optimiste, au contraire, me permet de garder la tête hors de l'eau dans tout ça, puis d'avoir l'espoir que ça puisse contribuer à faire une différence. Et moi, je vois beaucoup justement un verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Puis ça m'aide au quotidien parce que sinon, je pense que ce serait juste trop difficile, en fait, parce que c'est sûr, là, que c'est facile de tomber dans le cynisme en politique, d'être confronté à tellement de choses où c'est difficile, où il y a certains enjeux qui sont plus grands que nous, qu'on voudrait changer, mais que c'est pas évident puis que ça prend du temps. Donc, mon optimisme, je pense que ça me sert beaucoup au quotidien dans ce que je fais, puis que
ça m'aide à garder autant mon énergie, ma détermination, ma motivation aussi. Justement, on parlait un peu des médias. Maintenant, on a les médias sociaux qui existent depuis maintenant, quelques années, mais c'est assez nouveau qu'on peut en faire usage pour de la politique. Est-ce que, justement, tu utilises tes plateformes comme un vecteur pour faire avancer les choses, ou des fois, c'est difficile parce que il y a quand même des commentaires, ou tu sais, est-ce qu'en politique, c'est plus difficile maintenant qu'il y a les réseaux sociaux versus avant qu'on n'avait pas toute cette façon de distribuer l'information rapidement? J'en ai déjà parlé avec des collègues qui sont plus âgés ou qui font de la politique depuis plus longtemps. Puis eux trouvent ça très, très difficile. Ils sont unanimes à dire que c'était plus facile avant, que justement l'information allait moins rapidement. Puis c'est vrai, ça donnait plus le temps aux gens de pouvoir se faire une tête avant de se positionner. Maintenant, il arrive un événement, t'es pratiquement contraint de devoir réagir. Je dis contraint, c'est la machine médiatique qui s'emballe, puis si tu veux avoir de l'attention, puis si tu veux tirer ton épingle du jeu, t'es bien mieux d'avoir réagi sur les réseaux sociaux en dedans de quelques minutes, quelques secondes si tu peux. Si tu peux être le premier, c'est encore mieux. Tu vas avoir encore plus d'attention. Puis c'est cette espèce de guerre pour l'attention qui, des fois, est très malsaine aussi d'un point de vue politique. Mais en même temps, c'est comme ça maintenant que l'information fonctionne. Donc, pour des gens qui ont vécu les deux réalités, le avant, le après, le clash est immense. Puis donc ça, c'est plus sur le plan personnel. Ces gens-là ont de la difficulté, puis trouvent ça difficile, puis ont peur de faire une erreur, puis souvent sont moins à l'aise avec les plateformes aussi. Puis on voit donc beaucoup plus les côtés négatifs parce qu'ils sont pas habitués justement de recevoir les commentaires de façon très instantanée par rapport à ce qu'ils faisaient. Tu sais, bien sûr, les critiques, les journalistes, les éditoriaux dans les journaux, ça a toujours existé, mais là, d'avoir les citoyens aussi qui peuvent réagir en temps réel, puis d'avoir des centaines de commentaires sur les réseaux sociaux, parfois qui peuvent être difficiles, critiques, négatifs, voire haineux ou insultants, ça, c'est une autre game. Par contre, pour moi, qui évolue maintenant dans le milieu politique, depuis que les réseaux sociaux ont pris cet espace-là plus grand dans le monde politique, moi, j'ai pas de difficulté parce que aussi j'ai un peu grandi avec ça. Je veux dire, les réseaux sociaux sont arrivés dans ma vie à la fin de mon secondaire, donc je suis très à l'aise avec les plateformes. Moi, j'y vois beaucoup plus de positif que de négatif sur le plan personnel, parce que ça me permet de communiquer une information à la population sans devoir toujours passer par les médias traditionnels. Ça me donne une autre porte. Je pense que ça permet de me rendre plus accessible, que les gens puissent justement davantage me connaître, que je puisse diffuser également de l'information qui peut-être intéresse pas nécessairement les médias traditionnels, de nouer une relation avec les gens justement que je représente. Et donc ça, à mon sens, ça surpasse et de loin les côtés négatifs des commentaires qui parfois peuvent être plus difficiles. On apprend aussi avec le temps à faire la part des choses. Peut-être qu'au début, j'étais plus affectée par certaines choses qui pouvaient se dire sur les réseaux sociaux, bien que j'ai toujours gardé une certaine distance avec ça. On dirait que moi, j'ai réussi à compartimenter entre le virtuel puis le réel. Puis avec le temps, j'ai encore plus bâti cette carapace-là qui fait en sorte qu'aujourd'hui, sincèrement, je peux pas dire que ça m'affecte réellement. Des fois, je me pose même la question, faudrait peut-être que ça m'affecte plus que ça. Peut-être que c'est pas, que faut pas non plus normaliser, là, parfois les débordements qu'il peut y avoir. Mais justement, tu sais, je me fais comme un point d'honneur de pas non plus accepter quand ça va trop loin. Puis j'ai jamais hésité à dénoncer, même à la police, lorsque j'avais tu sais, carrément des commentaires qui pouvaient être à caractère plus menaçant ou qui étaient du harcèlement, là, carrément. J'en ai déjà eu, j'ai fait des plaintes, il y a même déjà quelqu'un qui a été condamné, tu sais, pour puis qui a plus le droit aujourd'hui d'utiliser les réseaux sociaux. Donc, bref, je pense qu'il y a une balance à aller chercher. Moi, je vois plus de positif, mais maintenant, c'est sûr qu'en ce qui a trait à l'effet sur l'information, au positionnement politique, tu sais, les enjeux plus macro de l'effet des réseaux sociaux sur la façon de faire la politique, ça, c'est préoccupant. Puis, à mon sens, c'est dans le grand spectre aussi de la crise des médias, parce que c'est non seulement les femmes et les hommes politiques qui sont forcés de réagir plus vite, puis ça crée une espèce de spirale, mais c'est aussi les médias, les journalistes qui doivent faire un article sur le champ quand il se passe quelque chose. Ils n'ont pas nécessairement le temps d'aller contre-vérifier l'information. Donc, parfois, je trouve que ça participe à une dynamique de désinformation qui est elle aussi
négative pour l'état de santé de notre démocratie. Ouais, on est dans une ère où la rapidité fait en sorte qu'on peut tirer profit, mais en même temps, c'est un couteau à double tranchant parce que cette rapidité-là amène moins de rigueur, moins de qualité, plus de, justement, des informations. Ouais. Exactement. Puis c'est des deux côtés, tant du côté médiatique que politique, cette espèce de manque de rigueur. Puis encore une fois, tu sais, c'est de le comprendre. C'est pas la faute d'individus. Je pense que tout le monde est avec des bonnes intentions, mais la façon dont le système fonctionne, cette information rapide, en continu, 24/7, qui favorise la réaction aussi, on réalise pas, mais à quel point ça prend du temps de devoir réagir tous les jours à ce qui se passe au moment où ça se passe, versus ce temps-là qui pourrait être investi dans la recherche proactive de solutions à des enjeux. Si on se concentre juste sur la réaction, on pourrait passer notre temps à faire ça. Puis moi, c'est ce que j'ai aimé d'ailleurs de mon expérience lorsque je suis passée de députée d'un parti politique à députée indépendante, c'est que j'avais pas la pression de réagir à tout ce qui se faisait. Parce que dans une dynamique là, de bataille, entre guillemets, entre les partis politiques, parce que c'est carrément ça, là, tu veux gagner des points, mais il faut que l'autre en perde. T'es toujours forcé d'être dans cette boucle-là de réaction. Tandis que moi, comme députée indépendante, j'avais pas cette pression-là de faire la lutte à un autre parti politique. Je faisais juste défendre mes idées. Et donc, ça me donnait rien de réagir au jour le jour aux 3000 choses qui vont se passer dans une journée. Je me concentrais sur développer des projets, des propositions. Puis j'ai pu faire ma marque puis me démarquer de cette façon-là. Puis c'est ça qui a participé à ma réflexion sur la partisanerie puis sur la façon dont fonctionne notre système politique puis même l'information, tu sais, les médias, les réseaux sociaux en général. Pour moi, c'est comme un peu dans le même bain, dans le même enjeu. C'est de dire, ben, comment est-ce qu'on peut trouver des façons différentes d'exercer la politique à l'heure d'aujourd'hui où tout va tellement rapidement. Ma réflexion est pas finie, c'est une réflexion qui continue de s'alimenter. Puis je pense que de plus en plus de gens vont se poser ces questions-là dans les prochaines années, d'autant que la nouvelle génération fait sa place, qui justement, je pense qu'on a des façons différentes de concevoir la politique, puis qu'on va peut-être justement réussir à changer les façons de faire, changer le système. Là, c'est mon côté optimiste qui parle. Ouais. Mais il y a aussi, je pense, beaucoup de changements à faire dans notre façon d'utiliser les médias, soit traditionnels ou les médias numériques, sociaux. Je pense qu'on a du travail à faire. C'est quelque chose qui a pris de l'ampleur à une rapidité ahurissante, dans le sens où on l'a presque pas vu venir. Là, ça évoluait de jour en jour, puis toutes les possibilités d'être en live. Il y a tellement de possibilités d'avoir de la visibilité. Fait que dès que tu fais une moindre erreur, c'est tout de suite attrapé. Puis là, il y a même des médias qui sont des scoops. Puis là, tu sais, ça va vite, là, donc... C'est sûr, ça favorise aussi, tu sais, de marcher sur des œufs, là. Il y a des gens, tu sais, souvent dans la population, on va entendre qu'on n'aime pas les élus qui ont la langue de bois, là. Souvent, c'est l'expression qui est consacrée, tu sais, ça veut dire... La langue de bois, c'est d'être ultra prudent, de parler un peu pour rien dire, entre guillemets, mais en même temps... tu sais, faut être compréhensif aussi dans la mesure où, en même temps, on exige la perfection comme citoyen, tu sais. Puis je veux dire, les élus, on est des citoyens aussi, puis on est tellement prompt justement à souligner les erreurs, puis on marche tellement sur des œufs justement que, tu sais, c'est comme l'arbre ou l'écorce. Tu sais, est-ce que c'est normal que les gens soient vraiment plus politically correct ou qu'ils soient plus langue de bois entre guillemets, si on est tellement vite sur la gâchette quand il y a une erreur. T'sais. Fait que si on veut des gens qui parlent plus librement, ben il faut accepter qu'il peut y avoir des écarts, puis que c'est humain aussi. Puis ça, c'est général, là, c'est pas juste en politique, effectivement. Je pense sur les réseaux sociaux en général, que ce soit dès que quelqu'un a un certain auditoire. En tout cas, on dirait que je peux pas... J'ai l'impression qu'il va y avoir un renversement à un moment donné parce que là, on est en train, à mon sens, d'aller beaucoup trop loin dans ce qu'on exige des gens. J'ai l'impression qu'il va y avoir peut-être un retour là, du balancier parce que ça pourra pas être tenable. Je veux dire, on est tous humains après tout, puis les erreurs, maintenant, on met beaucoup la loupe sur l'erreur,
mais tout le monde en fait, là. Donc, il va falloir tout le être monde en plus fait, c'est juste qu'ils sont pas filmés. indulgents et bienveillants les uns envers les autres. Absolument. Oui, je suis entièrement d'accord là-dessus. C'est ça. Tout le monde fait des erreurs, mais c'est pas tout le monde qui filme ses erreurs. Fait que c'est pas tout le monde qui a le même type de conséquences. Puis, en bout de ligne, ouais, puis ça, c'est ça. Je pense qu'il y a encore de l'éducation à faire, certains changements aussi. Puis je pense qu'il y a plusieurs événements qui arrivent depuis quelques années qui nous font avancer vers quelque chose de plus réglementé, de plus orienté aussi. Là. Comme on a un code de conduite pour conduire une voiture, ben peut-être qu'un jour on aura un code de conduite pour interagir sur les réseaux sociaux, je sais pas. Tu sais. Peut-être, oui, tout à fait. Puis les entreprises privées ont quand même une grande responsabilité à jouer, mais pour justement qu'elles la jouent, ben c'est le rôle des gouvernements également de faire en sorte d'avoir la pression nécessaire pour que justement ces entreprises-là aussi acceptent d'œuvrer dans la société, puis d'avoir justement des barèmes, des codes, puis d'endosser aussi leurs responsabilités, parce que clairement qu'il y a eu un laisser-aller dans les dernières années, puis qu'il y a eu des dérapages, puis qu'il faut maintenant un peu réparer les erreurs ou le laisser-aller qu'on a laissé se perpétuer. Oui, tout à fait. Tu as fait mention d'équilibre. Ça m'amène à te demander, cet équilibre-là entre le travail, la vie personnelle, arrives-tu à le garder? Si oui, de quelle façon? Est-ce que tu as des outils justement pour pas oublier? Parce que j'imagine qu'en dehors d'être une femme politique, tu as des passions, tu as une famille. Donc, tu sais, il faut quand même que tu puisses donner ton temps ici et là. C'est quoi tes trucs? Ça aussi, tu sais, c'est avec le temps que j'en suis venue à départager. OK, ben ça, c'est absolument nécessaire que je le fasse aujourd'hui versus je peux attendre ou peut-être que c'est pas si important que ça. Et au départ, quand j'ai commencé en politique, tu sais, je disais jamais non à quelque chose. J'étais oui, je vais être présente, je vais être là. Puis là, c'est sûr que ça, c'est plus dangereux parce que tu viens à comme perdre ton équilibre ou, tu sais, mais j'ai des amis, une famille super compréhensif, mais à un moment donné aussi, c'est non seulement pour eux, mais pour soi-même. Je pense qu'on devient des meilleures personnes au travail quand on a un meilleur équilibre de vie aussi, puis qu'on on fait de la place à autre chose dans sa tête et dans sa vie, dans son quotidien. Donc ça, c'est super important pour moi. Je dirais que je le fais pas mal plus au feeling. Tu sais, je me mets pas nécessairement là, des plages dans mon agenda que je dois faire autre chose, mais tu sais, j'arrive, c'est plus de l'autre sens, dans le sens comme, ah, OK, ben là, tu vois, en fin de semaine, oui, il faut peut-être que je fasse du rattrapage de travail, mais la fin de semaine, je vais la consacrer à mon chum, ou je vais la consacrer ce soir-là, je vais aller souper chez mes parents. Donc, tu sais, j'arrive à faire des choix comme ça qui me permettent d'avoir cet équilibre-là où, comme, ben moi, le soir, j'aime pas tant ça travailler tard. De toute façon, je me trouve moins productive, moins efficace, donc je vais en profiter pour aller voir des gens que j'aime, puis juste me mettre mettre mon cerveau dans un autre mode que celui du travail. Mais par contre, le matin, quand je commence, ben, tu sais, j'essaie d'être productive puis d'être dédiée à ce que je fais pour être capable d'en faire le plus possible dans les journées ou dans les moments que je consacre au travail. Mais absolument, puis je pense que ça devrait être comme ça pour toute personne qui se respecte, dans le sens où, au-delà de notre emploi, on est quelqu'un, puis on a besoin de prendre soin de cette personne-là. Exactement. Mais c'est pas facile, je pense, d'autant pour les personnes que leur emploi, c'est leur passion. Absolument. Parce que moi, c'est mon cas. Tu sais, de s'arrêter puis de se dire, OK, ben là, aujourd'hui, je vais faire autre chose. C'est pas évident parce que pour moi, là, le matin, c'est pas comme je le sens pas comme un travail. Je me sens juste privilégiée d'avoir l'occasion de faire ça dans la vie. Puis des fois même, je me pince un peu. Je suis comme, wow, je suis payée pour faire la politique, pour représenter les gens, là, maintenant que en plus je suis mairesse, tu sais, je suis au pouvoir, tu sais, j'ai vraiment une influence sur les décisions qui sont prises, sur les orientations. Donc c'est très, en tout cas, je trouve ça très gratifiant. Donc, de mettre un point à ça, des fois, de dire, OK, je vais aller faire autre chose. Des fois, je suis comme, mais quoi, tu sais? J'ai mes amis, j'ai ma famille, tout ça, mais autrement, tu sais, par rapport à des fois me changer les idées, juste faire une autre activité. Aller au spa. Ben oui, pourquoi pas? Ben, je vais justement de temps en temps pour faire changement, mais bref, tu sais, c'est toujours d'essayer de diversifier un peu aussi ce qu'on fait, puis de dire, OK, ben là, j'aime vraiment ça. Puis moi, tu sais, un samedi matin ou un dimanche matin, travailler, prendre des courriels en buvant mon café, j'aime ça. Là. Fait il faut que je fasse attention parce que c'est facilement envahissant pour cette raison-là. Donc, je pense qu'il faut
encore plus dans un cas comme celui-là où le travail, c'est une passion, il faut en être encore plus conscient de cette limite-là, parce que c'est pas parce que j'aime ça que c'est sain de le faire aussi. Puis il y a aussi la notion de tu veux faire ça sur un long terme, donc en gardant l'équilibre, ça va te permettre d'avoir une énergie constante, puis de continuer de réaliser tes mandats, puis de faire avancer le bateau. Je le sais que ça me fait du bien là quand je fais autre chose. Ouais. Je le constate. Ouais. Ça libère un peu l'esprit, puis on revient la tête comme fraîche. Tout à fait. Ouais. Justement, je parlais de faire avancer le bateau. Je suis quand même curieuse de savoir sur quel projet vous travaillez actuellement. Ça doit être des projets super intéressants pour quelqu'un là qui habite dans la région de Longueuil, du Grand Longueuil. Qu'est-ce qui s'en vient prochainement? Mais là, justement, en matière de participation citoyenne, on est en train de fonder, en fait, un office de participation publique. Donc, au-delà des comités dont je parlais, des comités consultatifs qui vont impliquer les gens puis qui vont aller saisir de l'expertise des citoyens, l'office de participation publique va pouvoir prendre des mandats sur des questions plus litigieuses, puis vraiment consulter la population de façon proactive, aller consulter non seulement les gens, mais les experts sur le terrain, les scientifiques, les académiques. On a des grandes institutions aussi sur notre territoire. On a l'Université de Sherbrooke, on a le Cégep Édouard-Montpetit, qui est le plus grand cégep au Québec, qui est quand même sur notre territoire. Donc, ça va être intéressant. On va pouvoir analyser des questions en profondeur. Moi, je pense en tout cas qu'en termes de participation citoyenne, ça va vraiment aider à la vitalité démocratique de notre territoire. Donc ça, c'est d'une part. D'autre part, nos grandes priorités sont beaucoup sur l'environnement et l'habitation. Donc, en matière d'environnement, on est en train de travailler sur notre plan de conservation des milieux naturels. Donc, on va répertorier les milieux à caractéristiques écologiques, à valeur moyenne, élevée. Donc, les endroits où on va vraiment vouloir avoir une réglementation robuste qui va permettre de les protéger à perpétuité. Donc, on sait que la préservation des boisés et des milieux humides en milieu urbain, c'est vraiment une des meilleures façons de capter le carbone et donc de lutter contre les changements climatiques. Donc ça, c'est un gros chantier qui est en branle de notre côté. Sinon, en matière d'habitation, c'est la plus grande préoccupation des gens à Longueuil, en fait, là, que ce soit autant trouver un logement quand on est locataire ou que ce soit accéder à la propriété lorsqu'on souhaite acheter une maison, puis on connaît la situation de surchauffe sur le marché actuellement. Donc, avec notre équipe, on cherche des solutions innovantes à ces enjeux-là. Comment on peut donner plus d'outils à la population, comment est-ce qu'on peut justement peut-être sortir du cadre réglementaire établi pour voir, OK, mais de quelle façon est-ce qu'avec les autres paliers de gouvernement, on peut trouver des solutions pour la population. Donc, avec d'ailleurs mon homologue, le maire de Laval, on va organiser un grand sommet un peu centré sur l'innovation justement en matière d'habitation qui va se tenir dans les prochains mois pour contribuer à cette réflexion-là. Donc, ça aussi, c'est un enjeu qui nous occupe en plus de tout ce qu'on peut faire sur le plan de la réglementation à Longueuil. Puis je pense que c'est aussi des priorités pour la population, ces enjeux-là finalement, parce qu'on le ressent, là, la crise du logement, la crise de l'environnement. Il y a beaucoup de crises, puis je pense que ça commence dans des municipalités, justement. Tout à fait. Moi, je pense qu'on a un rôle de leadership à jouer. Puis ce que j'aime aussi du palier municipal, c'est que j'ai l'impression que puisqu'on peut prendre des décisions plus facilement, mettre en œuvre des projets, le fait que ça soit plus flexible, ben moi, je vois ça comme une influence par la base, c'est de montrer que c'est possible et donc de faire des petits dans d'autres municipalités à travers le Québec et au Canada ou dans le monde, mais également de montrer au gouvernement, par exemple au gouvernement du Québec, que certains projets sont possibles, puis peut-être que grâce à cette influence-là positive, ben, que le gouvernement du Québec va dire, ben, nous, on va implanter, ça fonctionne à Longueuil, donc implantons-le partout au Québec. Donc, c'est une influence qui peut jouer à plusieurs niveaux. Puis moi, je pense en tout cas que c'est vraiment une façon de faire avancer les choses. Donc, autant pour l'enjeu environnemental, quand je parle de préserver les milieux naturels, mais aussi qu'on peut parler d'aménagement urbain, comment est-ce qu'on favorise la mobilité active, le fait que les gens délaissent l'auto solo pour marcher, pour prendre leur vélo, donc non seulement ça va favoriser la santé, mais ça a des bienfaits environnementaux aussi. Donc tout ce qu'on peut faire pour penser la ville a vraiment une influence concrète sur la vie des gens puis sur les grands enjeux qui nous préoccupent en 2022. Donc c'est ce qui est tellement intéressant.
Wow, ben en tout cas, c'est des beaux projets, puis on a hâte de voir ça en œuvre, puis de voir l'évolution. En concluant, je voulais vraiment prendre le temps de te remercier d'avoir accepté notre invitation encore une fois. Je pense qu'on est très privilégiés d'avoir pu s'entretenir aujourd'hui sur un sujet. La politique, c'est un sujet très important, je pense. Donc, est-ce qu'il y avait un mot que tu avais envie de dire en terminant? Bien, d'abord, merci pour l'invitation. Peut-être ce que je dirais en conclusion, c'est parfois la politique peut être un monde qui nous semble inaccessible. Mais moi, justement, une de mes motivations, c'est de montrer qu'au contraire, la politique, c'est pour tout le monde, puis que c'est tellement important. Puis tu le disais toi-même un peu plus tôt dans la discussion, c'est tellement important que on prenne notre place, que justement parce que les décisions qui sont prises ont un effet direct sur nos vies, puis il faut avoir de la diversité en politique. Puis la politique, j'entends, c'est pas juste non plus de se présenter aux élections. On peut s'impliquer dans sa communauté, c'est de la politique. On peut s'engager pour une organisation qui défend une cause qui nous tient à cœur, c'est de la politique. Donc, il y a aussi plein de gestes au quotidien qu'on peut poser pour faire la différence, au-delà d'être élu. Mais si les gens sont intéressés aussi, c'est important justement qu'on ait un dynamisme, qu'on ait des profils différents en politique comme tel, mais parfois on a l'impression que c'est juste ça la politique. Donc c'est peut-être le bémol que je vais apporter, c'est qu'il y a plein d'autres façons de faire de la politique aussi, puis c'est important, puis il y a de la place vraiment pour tout le monde, toutes les idées. Je pense que mon parcours en est la preuve, mais il y a plusieurs également parcours qui participent à démontrer que c'est le cas. Donc ne pas hésiter à foncer puis à prendre sa place, se faire confiance. Merci beaucoup, Catherine. Merci. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié la discussion. Si le contenu vous a plu, on vous invite à partager l'épisode et à laisser un avis sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet au stromspa.com. En vous abonnant à notre infolette, soyez certain de ne rien manquer. Merci pour votre précieuse écoute et au plaisir de vous retrouver lors du prochain épisode. À bientôt!